La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonsoir, Marie-Cléa. Bonsoir. Alors, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. Donc, pour commencer, je demande toujours aux invités de se présenter pour les auditeurs. D'accord, donc moi c'est Clélia. J'ai 26 ans. Oui. J'ai grandi à Bruxelles, mais j'ai toujours été dans l'enseignement flamand. Donc je parle néerlandais aussi et je travaille maintenant aussi pour les médias flamands. Ok. Et je parle aussi anglais. Donc là pour l'instant je travaille dans tout ce qui est innovation, nouvelles technologies pour les médias avec des startups. Donc c'est très très intéressant. Et je me frotte les mains. J'aime bien mentionner le fait que je parle différentes langues parce que ça fait partie de moi, de mon identité. Oui. Et puis voilà, c'est un peu ça. C'est un bon Pour faire début. court, on racontera début. le reste après. Tu me donnes de la matière. Tu me donnes de la matière. Mais avant de continuer sur cette lancée, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur le terme afropéen. Est-ce que c'est un terme que tu connaissais déjà? Oui. Oui. C'est un thème, D'où c'est un thème dont j'ai beaucoup entendu parler. À quelle occasion? À l'occasion il y avait une époque quand j'étais en secondaire où on organisait avec d'autres Africains, jeunes Africains, des événements culturels pour les jeunes comme nous, où on faisait des débats sur différents sujets. Chouette. Et donc le mot afropéen là revenait beaucoup. D'accord. Donc oui, c'est quelque chose que je connais bien et dans lequel je me reconnais aussi. Ah, super, c'était ma question suivante. Est-ce que tu te reconnais? Donc voilà, tu as déjà répondu. Et je suis toujours curieuse de savoir comment tu as reçu l'invitation. Quand je t'ai dit, est-ce que tu peux participer au podcast et tout, comment tu l'as reçu cette invitation? J'étais surprise parce que c'est flatteur, mais quelque part aussi je me suis dit non, mais pas pourquoi moi. Qu'est-ce qu'elle a vu chez moi d'intéressant pour ce sujet-là, parce que je suis pas vraiment quelqu'un qui a l'habitude de parler par rapport à ça. Donc oui, c'était plutôt surprenant, mais quand j'ai écouté les différents épisodes, je me suis dit pourquoi pas en fait. Pourquoi pas, ouais. Tu te rends compte qu'en fait c'est pas une élite ou quoi que ce soit, c'est vraiment le vécu réel des gens qui devient intéressant. Exactement. En tout cas moi c'est ce que j'essaye de capturer. Et en plus moi j'aime bien parler donc. Ça m'arrange. Ok, chouette. Donc moi j'aime toujours bien pour concerne les personnes que chacun parle un peu de sa vie depuis son enfance, un peu ton parcours scolaire, ça c'est toujours super intéressant. Et alors aussi au niveau professionnel, comment tu as pu évoluer? D'accord. Donc j'ai grandi, je suis née dans une famille rwandaise, donc mes deux parents sont d'origine rwandaise et ils sont arrivés en Belgique début des années 90. Donc ils sont arrivés plutôt tôt parce que en fait mon père avait une bourse pour venir étudier ici dans la faculté de théologie. Et donc l'idée c'était de venir pour quelques années, le temps des études, 1 an, 2 ans. Et finalement, avec le fait qu'il y a la guerre qui a éclaté au Rwanda, ils sont restés ici. Et puis
quand ils sont venus, ils avaient ma sœur aînée qui devait avoir... En 90, elle devait avoir 2 ans. Et du coup, la deuxième et moi, on est nés ici en Belgique. Ils ont eu des papiers très facilement parce qu'ils faisaient partie des premiers qui étaient là. Et puis c'était à cause de la guerre. Donc oui, c'était plutôt facile. Ouais, c'était plutôt facile. C'est pas comme maintenant. Non. Et du coup, c'est juste, les gens étaient un peu mieux accueillis. On était plus conscients des ravages de la de guerre. l'autre côté Oui. Et du coup, voilà, donc ils sont restés ici. Ça a quand même pas été facile pour eux de se créer une vie, de se faire une vie ici. Parce que, pour mon père, malgré qu'il avait ses études en théologie, il n'a pas directement trouvé du travail, donc il faisait des boulots à gauche, à droite. Rien à voir avec la théologie ou quand même... Ah oui. Au début, rien à voir avec la théologie. Je sais pas si je rentre dans les détails, mais... C'est comme toi tu le sens. Moi, je te dis, je suis là pour t'écouter. Il a commencé à travailler, en fait... pour faire un peu des réparations dans une église. Donc c'était un peu l'homme à tout faire. Et puis comme ça, de fil en aiguille, quand il a commencé à connaître les gens là-bas et qu'ils ont en fait compris qu'il avait fait des études de théologie, ils lui ont dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc on l'a conseillé d'aller travailler dans quelque chose qui allait plus avec son diplôme, quelque chose de plus administratif. Et il a commencé à travailler pour un comité de propriétaires dans le quartier des Marolles à Bruxelles. Et donc là, il faisait de l'administration, secrétariat et tout. Et là, il a rencontré, parce qu'un des propriétaires là-bas était un député parlementaire. Et ils se sont liés d'amitié et il l'a fait rentrer au Parlement. Enfin, au Sénat, pour être plus exact. Et donc, suite à cette connexion, il a fait des études en sciences politiques. Et donc, il a pu avoir un poste au Sénat comme conseiller de ce monsieur qui était après sénateur. Et d'ailleurs, c'est toujours un ami proche de la famille. Il est notaire maintenant, mais c'est quelqu'un qui a donné... fait partie de votre vie. Oui, qui a donné une chance à mon père et qui a un peu changé notre histoire, parce que grâce à ça aussi, comme il était d'ici, il donnait aussi beaucoup de conseils à mon père. Et ça, c'est pas quelque chose que mes parents m'ont raconté, mais que moi-même j'ai observé. Et donc, dans le choix, par exemple, le fait que mes parents ont choisi de nous mettre dans une école néerlandophone, ça venait de là aussi. D'accord. De savoir que, il a vraiment influencé vos vies. De savoir que en habitant en Belgique, surtout à Bruxelles, si on veut avoir un avenir prometteur et avoir toutes les chances de notre côté, on doit pouvoir parler les différentes langues. Et donc, dès qu'on était petite, on a été mis dans l'école d'enseignement néerlandophone, quoi. Et donc on a aussi déménagé, parce qu'avant on habitait dans des petits appartements un peu miteux ici à Bruxelles. Parce que moi je suis née à Saint-Josse. Ok, oui, on voit. Tu vois, le quartier. Tout bruxellois reconnaît. Et du coup, on a, grâce à ce job, on a pu acheter une maison à As. Donc en Flandre. Vraiment, oui. On est passé de l'autre côté et c'était pas... et franchement, dans le vert. Je suis reconnaissante pour cette opportunité, parce que déménager dans l'endroit où on a déménagé, ça a vraiment eu une influence positive sur mon enfance, parce que j'en garde de très très bons souvenirs. On a déménagé, on a acheté une maison à As, et c'était une très belle maison, une maison de 3 façades. Et on habitait, en fait, c'était comme un clos, on va dire, avec que des maisons similaires, et dans la rue, en fait, il y avait que les voitures des voisins qui passaient, c'était pas sur une grande route ou quoi. Et au milieu, entre toutes les maisons, il y avait un petit parc avec des balançoires et tout. J'imagine quand tu es enfant, l'environnement, on va passer de Saint-Josse à ça. C'était super. Et donc, j'ai grandi là.
où tous les soirs, en rentrant de l'école, je sortais, je sonnais chez les voisins et on allait jouer dehors jusqu'à ce qu'il fasse sombre et on rentrait. Oui, c'était vraiment sécure et en plus la maison était en face du parc, donc ma maman avait toujours vu sur ce qu'on était en train de faire. Mais oui, c'était vraiment très chouette et même mes cousines jusqu'à aujourd'hui me parlent de cette maison et ce parc. Quand j'étais petite, elle demandait à venir chez moi parce que elle voulait aller jouer dehors, quoi. Donc c'était vraiment une chouette expérience. Et donc habitant à As, on allait dans une école néerlandophone. Donc moi j'ai commencé quand j'étais en première ou deuxième maternelle en néerlandais. Donc c'est vraiment vraiment t'as jamais rien connu d'autre que l'enseignement néerlandophone? J'ai des brefs souvenirs de la crèche qui était en français, qui était dans le centre-ville, près de Roger, je crois. Mais j'ai appris le néerlandais très tôt. Et donc, ce qui a fait aussi, comme on était baigné dans un environnement néerlandophone, on a vraiment pris la langue, mais aussi l'accent. Donc, c'est vrai, et c'est important, oui. Parce que là, personne ne te voit, mais moi, je te vois. L'éthique. Tu vois. Et donc, ce qui a fait que quand on switch du français au néerlandais, on ne pourrait pas entendre que c'est pas ma langue maternelle. Enfin, on voit pas la différence parce que même l'accent est le même tellement... On a été imprégné tu n'as quasi pas appris le néerlandais, c'est ta langue maternelle parce que dès la première primaire, c'est... Et souvent on me demande c'est quoi ma langue maternelle et j'ai du mal à répondre à cette question parce que pour moi, j'ai pas vraiment une langue maternelle. Parce que pour moi, déjà, une langue maternelle, c'est la langue de ta mère, mais la langue de ma mère, c'est le Kinyarwanda. Et tu le parles? Non. Et tu le comprends? Je le comprends, oui. Mais même là encore, c'est pas parfait. C'est pas la langue dans laquelle tu penses, tu rêves. Pas du tout. Pas du tout. Tu peux avoir que je prenne un... Je t'en prie. Fais à tes souhaits. J'ai des allergies. Ah, je pensais que c'était le début, le froid et tout ça. Non, c'est des allergies. Non. Moi, c'est en été que je souffre, l'allergie. Pour moi, ça, c'est la bonne période. Hein. C'est le beau temps qui me maltraite. Moi, j'ai ça tout au long de l'année. Alors, toi, c'est plus acarien, ce genre de choses, non? Non, mais c'est quand il y a des petites particules qui volent comme ça dans l'air. Ouf, bon, là, c'est chaud. Parce que là, tantôt, il y avait un tapis ici, je l'ai enlevé. Et je pense que c'est pour ça... des trucs qui volent dans l'air depuis longtemps. Même quand je cuisine et qu'il y a des épices, que je sens les petites particules des épices, mon nez est hyper sensible à ça. C'est mal. Donc, tout va bien. Elle est toujours vivante. Donc, je disais oui, donc j'ai pas vraiment de langue maternelle parce que le Kinyarwanda, mes parents ont délibérément choisi d'écarter cette langue, en fait. Vrai? Oui. Parce que pour eux, il fallait qu'on maîtrise les langues d'ici pour pouvoir avoir... pour bien maîtriser ces langues-là et pour notre avenir, c'était plus utile que le Kinyarwanda qui allait ici nous servira pas grand-chose. D'accord. Du coup, à la maison, on parlait français. Mes parents parlaient Kinyarwanda entre eux, c'est pour ça que j'arrive à comprendre. Mais avec nous, c'était en français et à l'école, c'était en néerlandais. Et pour eux, c'était une langue à la maison, une langue à l'école. Et je comprends le raisonnement, mais en grandissant, j'en ai beaucoup parlé avec ma mère. J'ai dit, avec mes sœurs, on s'est dit, mais ça n'a pas vraiment de sens de faire ça parce que ça fait partie de notre héritage. C'est dommage, c'est dommage, mais je comprends aussi. Et surtout qu'à l'époque, il y avait cette mentalité de, pour pas embrouiller l'enfant, il faut
Ouais. Une langue, c'est ça, je pense qu'il faut, quand on remet en contexte, aujourd'hui, on a plus d'ouverture, plus de connaissances, on se rend plus compte de ce que ça apporte à l'enfant d'avoir cette langue maternelle, et puis avec tous les mouvements, le retour vers ses origines. Oui. Mais à l'époque, je pense que les gens étaient plutôt portés à effacer le plus possible, donner plus de chance. Et pour s'intégrer au maximum, oui. S'intégrer, et les parents fait selon eux ce qui paraît le mieux. Et eux aussi se rendaient compte de la difficulté qu'eux avaient pour s'intégrer, et ils voulaient nous éviter ça. Donc ils se sont dit, mais le néerlandais, ça va vous apprendre ça va en fait freiner l'apprentissage du français et du néerlandais. Ce qui est pas vrai. Non, ce qui n'est pas vrai, mais dans les mentalités, et je me rends compte que même aujourd'hui, parfois c'est encore dans la mentalité, c'est encore bien présent. Qu'un enfant, pour pas l'embrouiller, il faut limiter les nombres de langues qu'on lui apprenne. Parce que par exemple, il y avait une pédiatre qui avait dit à ma sœur, oui, le papa doit parler une langue, parce qu'elle est mariée avec un bilingue aussi, donc flamand francophone, et elle aussi. Et la pédiatre avait dit, le papa doit parler le néerlandais, et vous devez parler le français. Vous ne pouvez pas mélanger, parce que sinon ça va embrouiller l'enfant. Parce qu'il n'a aucun sens, parce qu'ils parlent... Quand ils se parlent eux, ils se parlent les deux langues mélangées. Oui, mais il n'y a aucune base scientifique à ça. Voilà. Les gens... Mais c'est toujours dans la mentalité, jusqu'à ce qu'une pédiatre va dire aux parents, vous ne pouvez pas mélanger les langues, alors qu'en fait... Ils pourraient mélanger les langues et ajouter encore une troisième langue, et l'enfant prend juste... Voilà, mais... Les capacités sont immenses. Exactement. Et c'est nous qui sélectionnons. Oui, exactement. Donc je pense que c'est pour ça aussi que mes parents se sont dit, on ne veut pas les embrouiller avec une troisième langue. Ils ont fait le choix qui leur paraissait le mieux. Exactement. Chaque parent fait ce qu'il peut. Voilà, ils ont fait comme ils peuvent, et je leur en veux pas. Non, mais il ne faut pas. Ils ont quand même fait un bon choix. Et donc, voilà, c'est pour ça que quand on me demande c'est quoi ta langue maternelle, pour moi aussi, c'est difficile à répondre, parce que le français, c'est une langue qui m'est plus familière, parce que je l'ai appris dans un contexte familial. Et le néerlandais, qui pour moi est plus une langue professionnelle, d'éducation, oui, c'est ça. qui m'est moins familière. Donc, tout le langage non formel, très familier, c'est pour moi moins facile de l'utiliser, parce que à la maison je parle pas néerlandais. Oui. Donc c'est fou. Donc c'est pour ça je me sens pas aussi, il y a aucune langue dans laquelle je me dis ah ouais, je suis vraiment fort dans cette langue-là. Je sens que j'ai des lacunes dans les deux, parce que j'ai pas vraiment une langue qui m'a suivie tout au long. En fait, c'est des situations qui s'adaptent à une langue. Voilà. C'est vraiment ça. Voilà. Du coup, voilà. J'ai pas de langue maternelle. Ou tu en as plusieurs. Ou j'en ai plusieurs, oui. Ah, ça c'est chouette. Donc ça, c'est ton enfance. Donc tu as fait maternelle, primaire, secondaire, j'imagine, toujours en néerlandais. Et toujours en Flandre? Non, pas toujours en Flandre. J'ai fait en Flandre jusqu'à... Je pense que c'était jusqu'à la... primaire, oui, jusqu'à la 5e primaire. On habitait à Ast, donc j'étais en Flandre. Après, on a déménagé à Liège pour le travail de mon papa. Mais ils ont fait en sorte qu'on puisse habiter à la frontière flamande. Donc j'allais à l'école à Tongres. Ouais, donc tu as su rester dans... je suis toujours restée dans les enseignements. Mais c'est bien, on n'a pas lâché. Mais c'est ça, c'est parce que c'est ça aussi souvent le problème quand on balade les enfants, c'est qu'on finit par les perdre. Oui. Et j'adore les parents, ils avaient des objectifs. Ils étaient très focus. Mais c'est un boulot à plein temps. Parce que du coup, il faut faire passer les enfants toujours avant tout. Oui. Allez, chapeau. Et c'était pas facile aussi pour eux, parce qu'eux, ils parlaient pas la langue. Ça, c'est autre chose encore, c'est vrai. Mais oui, donc on trouvait des solutions. Parce que, par exemple, pour les devoirs, on arrivait... ils ne savaient pas nous aider, donc pour les devoirs, ils ont toujours fait en sorte qu'après l'école, on est... en néerlandais, on appelle ça studie. Les remédiations. Après l'école, tu restes plus longtemps et tu as le temps de faire tes devoirs à l'école. Et là, du coup, il y avait des profs qui étaient présents, donc si j'avais une question, je pouvais leur demander. Toute une organisation. Et quand j'ai atteint un âge plus élevé, soit je demandais à ma soeur plus âgée,
coup, on se débrouillait, on allait sur Internet, ou on demandait à notre copine de classe, ou voilà, on trouvait un moyen de... Ouais, ça c'est chaud. D'y arriver. Mais heureusement, on a toujours, toutes les trois, été... Enfin, on n'a jamais eu de problème scolaire à cause de ça. C'est vrai qu'au début... quand on a commencé à aller à l'école à As, ils ont, au début des primaires, ils ont essayé de tous nous faire doubler d'une année parce que soi-disant notre niveau de néerlandais n'était pas assez bon. Mais j'y crois pas trop. Je pense que c'était plus... C'est que moi, c'est... Ta tête, quoi. Moi, c'est mon stress. Parce que on m'a dit aussi, oui, vas-y, mets tes enfants en néerlandais, c'est mieux et tout. Je dis, mais comment je fais pour les accompagner ? Parce que, comme tu dis, quand tu as de la chance d'avoir des enfants qui s'en sortent et qui n'en ont pas besoin, c'est génial. Mais si tu as un enfant en difficulté, qui a besoin d'être accompagné, soutenu tout le temps, et tu parles pas un mot de la langue, tu vois, moi, ça a été mon stress. Et je me suis dit, non. Je comprends. C'est légitime parce que c'est pas facile. Oui, quand tu veux être impliqué dans sa scolarité, mais que t'es limité parce que tu parles pas la langue, c'est frustrant. Donc je comprends. C'est vraiment frustrant. Et de devoir laisser les autres le faire. Parce que et tu sais en réalité pas si c'est bien fait. Oui. Enfin. C'est pour ça que quand la CLB, je sais pas comment on dit ça en français, CLB, c'est genre les psychologues et les... À l'école qui accompagnent... Oui, de l'école. Oui. Je sais pas pourquoi le mot m'échappe, mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Eux, ils disaient, vos enfants... Donc d'abord, pour ma sœur aînée, Solange, et puis pour moi, qu'on avait un retard au niveau du langage, qui n'était pas faux, tu vois. Mais quand maintenant, je regarde, par exemple, ma maman m'a donné récemment des bulletins de première année primaire, j'avais des bons points, j'avais des 8, des 7, j'avais jamais en dessous de la moyenne, mais pourtant ils m'ont fait doubler. Même en néerlandais, j'avais jamais en dessous de la moyenne, mais pourtant ils m'ont fait doubler. Et c'était vraiment là, ils jouaient vraiment sur de toute façon, la maman elle comprend rien, elle sait rien. Et c'était aussi la couleur de peau qui jouait, honnêtement. Il faut oser le dire. Moi j'ose le dire. Moi je pense sincèrement que c'était ça. Parce que j'ai entendu plusieurs témoignages de différentes personnes qui étaient dans la même situation que moi. Ça veut dire qu'ils étaient dans l'enseignement néerlandophone, avec des parents qui ne parlaient pas la langue et qui avaient la même couleur de peau que moi, et qui sont passés par les mêmes difficultés où les profs ne croyaient pas en eux, en fait. Ne croyaient pas en leur capacité. Et même si, tu viens d'une famille qui parle une autre langue et que tu as un peu plus de difficultés à lire ou à écrire, c'est pas pour autant qu'il faut directement doubler, mais c'était directement il a un peu de retard, donc il double direct. On s'embarrasse pas voilà, c'était on n'essaie pas de comprendre, on n'essaie pas d'aider, allez hop, sur le carreau. Donc voilà, alors que parfois maintenant quand j'y réfléchis à l'école, il y avait des enfants qui avaient plus de difficultés que moi en maths ou il y avait quoi encore comme cours, dans différentes matières, mais que c'est malheureux, on les laissait, le fait d'être ça va stigmatisé aller, fait ça rend bête en fait. En fait on se dit, comme tu viens d'une famille qui parle une autre langue, ça va pas le faire, on n'y croit pas en fait, on veut pas s'investir et y croire. On se dit non, ça va pas aller, ça va aller de pire en pire. On imagine le pire et du coup on laisse pas l'opportunité. On ne voit même plus la réalité, parce que comme tu dis, tu n'étais pas du tout mauvaise. Non, j'étais pas du tout mauvaise. J'avais certes, peut-être pour le néerlandais, peut-être un 6, mais pour tous les autres cours, j'avais des 7 et des 8. Et c'est vrai que quand j'ai redoublé l'année d'après, j'avais des 9 partout. Mais... Bah oui, la matière, tu la connaissais. Mais oui, voilà, je la connaissais. Donc, pour moi, c'était vraiment pas nécessaire. Mais bon, voilà, ça nous a forgé. Mais en tout cas, comme tu dis, tout ça ne t'a absolument pas freiné parce que tu as continué ta scolarité très très bien. Et finalement, tu as fait tes études secondaires, tout s'est bien passé. Et tu es passé à l'UNIF directement ? Oui, à la haute école. Hogeschool, oui. Je vois laquelle. Et tu as fait des études en quoi ? J'ai fait des études en communication. Ok. J'ai fait des études en communication. En fait, quand on était parti à Liège, on est resté là 1 an, 2 ans, puis on est revenu à Bruxelles.
on a habité à Berchem, Sainte-Agathe, et donc j'allais à une école néerlandophone à Koekelberg, en secondaire. Il y a une école à Koekelberg, oui. Mais en fait, il y a des écoles néerlandophones partout. Oui, il y en a partout à Bruxelles. Oui, il y en a partout. Oui. Enfin, le N, quand on voit voilà. le fameux N, c'est néerlandophone. Oui. C'est juste. Oui. Ok. C'était une athénée néerlandophone où j'ai des très bons souvenirs. Ouais. Et là, j'avais fait d'abord... j'avais commencé par économie langue, je crois. À l'Athénée toujours. Oui. Je vérifie. Oui, à l'Athénée, j'avais fait économie langue. Et puis, à un moment donné, l'économie, ça me disait plus rien. Donc, j'ai fait sciences humaines. Et là, je me suis vraiment découvert un intérêt pour les sciences humaines, pour tout ce qui était sociologie, psychologie. En quelle année c'était en secondaire. Je pense que j'ai changé pour le dernier degré, donc 5e, 6e secondaire. Là, tu t'es déjà découvert un intérêt pour la sociologie. Excellent. Oui. Donc, et donc là, j'ai commencé à faire plein de trucs autour de la communication, par exemple. J'avais participé à l'école à un concours de speech où on pouvait choisir le speech. J'avais fait le speech de Martin Luther King en anglais avec ma prof d'anglais. Et puis donc, ça avait épaté tout le monde. Donc, mon école m'a demandé de les représenter pour un concert qui allait passer à la télé pour commémorer les 100 ans de la Première Guerre mondiale. Ok. Donc, voilà, je me suis découvert un talent. Un talent pour ça. Grâce au cours de sciences humaines et à mon prof, j'avais un très bon prof qui était très chouette et qui nous faisait vraiment réfléchir et développer l'esprit critique et tout ça. Donc, c'était vraiment bien. Ok. Et donc, c'est ça qui t'a guidée. Parce que, attends, la communication, c'est un peu en fourre-tout, non ? Oui, c'est vrai, c'est vaste, c'est très vaste. Ça peut être... parce que comment parce que tu me dis, tu as développé un intérêt pour tout ce qui est sciences humaines, mais ça ne conduit pas à la communication. Non, c'est vrai. Mais justement, parce que j'avais déjà cet intérêt dans tout ce qui était communication verbale. Ok. C'est pour ça que j'avais choisi la communication. D'accord. Mais dans l'option que j'avais choisie à la haute école, il y avait de la psychologie, il y avait de la sociologie, il y avait de la communication de crise qu'on apprenait. Et comme je ne savais pas vraiment quel métier je voulais faire, je me dis les cours m'intéressent énormément. Et donc ça peut m'amener... tu as choisi les cours plus que la filière. Voilà, j'ai choisi plus les cours. Et je me suis dit... à travers ce trajet, je vais sûrement trouver ce que j'allais vouloir faire, quoi. Et ça a été le cas? Oui. Ouais. Oui. C'est un oui un peu... Ouais, je te vois. Donc, tu as fait tes haute école dans ces 3 ans. Ouais. Après, tu as tout de suite été dans le monde du travail. Ouais. Directement. Ouais. J'ai fait les 3 ans et j'ai tellement aimé le cursus que j'ai réussi, je réussissais chaque année d'un coup. T'as pas eu de difficultés? Non, j'ai eu aucune difficulté. Okay. Et donc en 3e année, j'ai pu faire un Erasmus. Je suis partie en Angleterre. Oh, chouette. Ouais, donc là, j'ai pu faire... j'ai fait le cursus de journalisme où j'ai fait fashion journalism et reporting, ce qui était très chouette. Ça c'était des filières qui étaient en Angleterre mais pas ici. Voilà. Ça tu n'avais pas ici. Voilà. Et c'était quelle UNIF? Enfin UNIF, quelle école? C'était à Southampton. Ok. Donc University of Southampton. Et c'était mon Erasmus aussi, j'en garde un très bon souvenir. Ah, chouette. T'as que de belles expériences. Oui, franchement, j'ai que de belles expériences. Franchement, au niveau scolaire, franchement, ça s'est bien passé. C'est top. Et donc, en revenant... Et tu es resté combien de temps là-bas? 4 mois? C'est 4 mois les Erasmus? Oui, non, je pense que j'étais là de
septembre à janvier. Ouais, 4 mois. Et donc après donc j'ai fini mon bachelor et j'hésitais en fait entre soit faire du journalisme, faire un master, soit continuer. J'hésitais vraiment, donc tout l'été je me posais la question, est-ce que je le fais, je le fais pas. Et donc entre temps j'ai quand même commencé à regarder pour voir s'il y avait vraiment un truc qui m'intéressait comme travail, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien dans l'action. Même si mes études se sont toujours bien passées, j'étais pas fan des études, surtout de la période d'examen. Je trouvais ça horrible de devoir étudier. Moi, j'aimais pas étudier. J'entendais parfois des gens qui disaient « moi, j'aime bien faire des résumés. » Je ne faisais pas du tout ça. Moi, j'étais plutôt du style je vais en cours, j'écoute bien, je prends les notes pendant le cours et puis je regarde plus jusqu'aux examens. Ouais. Toi, tu veux apprendre, tu veux pas être évalué. Voilà, je veux apprendre, mais je veux pas étudier. Donc, c'était ça. Et du coup, je me dis encore 2 ans d'études. En plus, là, ça allait être un master, donc ça allait être encore un niveau un peu plus poussé. Et c'est pas quelque chose qui te bottait? Non, en fait, ça me donnait pas envie. Oui. Toi, tu voulais une vie avec de l'action. Je voulais et j'avais choisi justement ce cursus parce que c'était un cursus qui était pratique, dans le sens où on avait beaucoup de travaux pratiques en groupe. On devait c'est souvent ça, les hautes écoles, c'est vraiment rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est pour ça que j'avais choisi ça. Même si ma famille me disait, mais tu peux le faire, tu peux faire de grandes études. Je dis, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Non, mais c'est bien. Enfin, tu vois, c'est rare. Parce que souvent, on pense que la voie, c'est d'avoir 200 diplômes, de faire des études à rallonge. Mais tu vas nous raconter comme tu es épanouie en ayant fait un choix qui a... Ouais, c'était vraiment un choix du cœur. Parce que j'ai... Donc, pendant l'été, j'ai postulé pour quelques trucs, 1 ou 2 trucs, vraiment pas beaucoup, mais que je me disais, ça serait vraiment chouette. Et en fait, déjà pendant mes études, j'étais bénévole à TEDx Brussels. Tu connais les TED Talks? Je savais même pas qu'il y avait un TEDx à Bruxelles. Bah oui, il y en a. Franchement, tu m'apprends quelque chose. Donc ce soir, j'allais voir direct. Oui, je pense que celui de cette année s'est passé. Je pense que c'est au début d'année, en mars ou un truc comme ça. Ah oui, c'est nouveau. Non. Ben, je le faisais déjà pendant mes études, donc c'était en 2017. J'ai jamais vu en Bruxelles. 2016, 2017. Ok, bah écoute ce soir. Ouais, à l'époque on organisait ça aux Beaux-Arts. Et dis-moi qui est un peu passé comme ça, je vois s'il y a des gens que je connais. Mais une femme qui m'avait marquée, et je pense que c'est parce qu'il y avait de la représentation, c'est une femme africaine d'origine africaine qui a une marque de luxe. Elle crée des sacs. Comment elle s'appelle encore? Ça me dit une Belge. Je la suis sur Instagram. Oui. Ok, tu me donneras ses références, ça m'intéresse. Mais donc, elle avait fait un TED Talk sur comment elle est arrivée à ce stade-là. Une Bruxelloise, une Belge. Oui. Donc, elle a un magasin à Bruxelles où elle a des sacs de luxe, des très beaux sacs, très chers. Mais elle a aussi un podcast d'ailleurs. Écoute, des grands esprits. Donc, ça, c'est quelqu'un qui m'a quand même marqué parce que j'étais là, c'est chouette. Et du coup, j'étais bénévole au TEDx. Et donc, pendant l'été, comme j'étais bénévole là-bas, j'ai gardé des liens avec les gens là-bas. Et pendant l'été, j'ai pris contact, ou la personne a pris contact avec moi pour un petit projet comme ça, dans une start-up pour aider. Et finalement, quand je suis partie à l'entretien, on m'a proposé un CDI dans une start-up pour être community manager. Oui. Et j'ai accepté parce que c'était un domaine qui m'était inconnu, mais j'avais vraiment envie d'essayer ce métier et voir si c'était quelque chose pour moi. Et ce qui était chouette dans ce métier, c'est que on organisait souvent des événements, donc je pouvais prendre la caméra, prendre le micro, aller interviewer des gens, demander c'était quoi leur ressenti. Et donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Mais la partie être sur les réseaux sociaux et poster sur les réseaux sociaux, c'était pas mon truc. Donc après 1 an, j'ai arrêté.
Mais c'était dans un domaine particulier que je ne connaissais pas vraiment et qui m'a ouvert en fait l'esprit sur ce qui était possible. En fait, c'était dans le domaine de l'innovation, donc dans tout ce qui était nouvelles technologies. Et la startup, ce qu'elle faisait, en fait, ça s'appelait Hack Belgium, donc hacker du terme hacker. Mais hacker, en fait, c'est par exemple les hackers qui organisent des hackathons. À la base, c'était des informaticiens. Les hackers organisent des réunions. Oui. Non, mais attends, mais c'est légal. C'est un monde qui s'est ouvert à moi. Oui. Ils organisent des hackathons, mais je vais t'expliquer c'est quoi le but. J'apprends plein de choses ce soir, franchement. Et ça a un nom, des hackathons. Oui. J'adore. Mais c'est des hackers légaux. Hein. C'est ça que je disais, ils se réunissent pour... Parce qu'en fait, ils organisent un hackathon, mais c'est pour la bonne cause. En fait les parce hackers... que la ligne est très mince chez eux, on bascule facilement. Mais tu vas voir, on va prendre ce contexte-là et on va l'utiliser pour complètement autre chose. Enfin, pas tellement complètement, mais en fait, le terme hackathon est arrivé quand des informaticiens ou comment on appelle les gens qui font les codes, les codeurs. Oui. Enfin, eux, ces gens-là, se réunissaient pour faire un hackathon et en fait, ils se réunissaient par exemple autour d'un logiciel ou un système qui voulait hacker justement pour l'améliorer, pour trouver les failles en fait. Ok. Et donc, c'est justement en trouvant ces failles qu'ils rendaient la chose meilleure. Donc c'était ça le but en fait, se mettre ensemble, essayer de craquer un code, de hacker un système et de le rendre encore plus performant. Donc ce terme hackathon a été démocratisé en fait et maintenant les hackathons sont organisés en fait pour trouver des solutions à des choses qui ont des failles qui pourraient être résolues par une technologie. Donc nous ce qu'on faisait c'est on appelait ça Hack Belgium. Et en fait, on prenait les différents thèmes de la société, par exemple le transport ou l'énergie ou l'éducation. On allait hacker ces thématiques-là. Donc ça veut dire, par exemple, le transport, quelles sont les failles dans le système de transport et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Et donc, on allait avec différentes personnes, soit qui étaient du secteur même ou des étudiants ou des corporates. On allait en fait chercher tous les acteurs de la société, trouver les failles et améliorer d'une manière innovative, donc avec des nouvelles... Par exemple, on disait oui, avec l'intelligence artificielle, on peut développer un système qui va faire en sorte que le feu rouge va être intelligent et il va capter ci, ça. Donc, et c'est de cette manière-là qu'on trouvait des solutions innovantes à des problèmes de société. Et donc... on organisait cet événement à Tour et Taxi où c'était des gros événements où on invitait des grosses boîtes genre Proximus mais aussi la STIB, la NMBS et aussi des écoles, des étudiants des informaticiens, des gens du secteur et tout le monde était là bienvenu et de ces événements-là il y avait des startups qui naissaient, il y avait des vraies idées concrètes qui naissaient et qui continuaient après. Où il y avait des gens qui venaient, qui avaient déjà une idée pour une solution pour l'éducation, par exemple, ou la finance, et qui là rencontraient des gens qui avaient le même intérêt, qui voulaient améliorer de la même façon et qui se mettaient ensemble alors qu'ils travaillaient ensemble. Et du coup, il y avait aussi invité, j'imagine, des financiers. Oui. Ouais, parce qu'il y avait monnaie. Et l'État L'État aussi, on invitait aussi le ministre, à l'époque, qui est Premier ministre maintenant, mais Alexandre De Croo, qui était à l'époque ministre... il était ministre de quoi ? Il était ministre... Je m'en souviens plus. Mais, moi, je m'en souviens plus, mais il était... Donc, il venait à nos événements. Donc oui, on organise... vraiment tout type de personnes de différents... niveau de la société venaient aux événements où on les invitait pour participer en fait.
Pas mal du donc tout. c'était vraiment... Et donc c'est là que j'ai découvert le monde de l'innovation. Ouais. Et là, souvent, il y avait des robots. Donc j'ai appris sur l'intelligence artificielle, la robotique, tout ce qu'on appelle le blockchain. Ouais. Tu vois, qu'on utilise maintenant pour la crypto. Mais à l'époque, tout ce qui était crypto-monnaie et tout ça, c'était pas encore hype. Mais j'apprenais déjà sous la blockchain. Et après, quand le crypto est venu et que personne n'y comprenait rien, moi j'étais là, ouais, je comprends. Ça avait déjà excellent, j'adore. Moi j'ai passé des heures là-dessus sur internet et j'ai toujours pas compris tout. Oui, mais c'est vraiment passionnant. Complexe. Ouais. C'est passionnant. C'est passionnant. Et du coup aussi, j'ai découvert un nouveau métier qui était Innovation Manager, qui était un métier qui était en comment on appelle ça, en essor, qui venait de commencer, et on organisait en fait des meetings pour les Innovation Managers dans différents secteurs pour qu'ils puissent échanger et se donner ce qu'on appelle des best practices, comment on fait, parce que ce métier, il servait en fait aux entreprises quand ils recrutaient un Innovation Manager, c'était pour eux en fait une manière de rester à jour dans tout ce qui est nouvelle technologie. Parce que si l'entreprise ne reste pas à jour dans tout ce qui est nouvelle technologie, elle se fait dépasser parce que tout évolue tellement vite. Mais c'était pas un métier, enfin quand ça a commencé, c'était encore un métier très incompris. Alors, Innovation Manager, qu'est-ce que tu fais ? Et surtout pour que cette personne en tant qu'Innovation Manager puisse faire la différence en fait, parce que c'est une chose de dire ouais bon j'ai détecté ça, mais maintenant on va vraiment l'utiliser, l'implémenter, et tous les risques qui s'accompagnent à implémenter quelque chose qui est tout nouveau et que pas beaucoup de personnes savent dans une structure rigide. Dans une structure rigide, dans une très grande entreprise qui a peur du risque ou du changement, et il y a beaucoup d'argent au jeu, etc. Donc c'est pas facile. Ah bah tu m'étonnes. Mais du coup, quand j'ai arrêté ce job dans cette start-up, j'ai arrêté parce que bon, une start-up c'est quand même émouvant. C'est émouvant, c'est fragile, c'est un géant au pied d'argile. Voilà. Et on sentait beaucoup de stress, l'environnement n'était pas très agréable, donc je suis partie et j'ai postulé à la VRT. Donc VLAM, c'est Radio et Télévisie, qui a un département innovation, qui était déjà, quand je suis arrivée j'avais postulé en 2019, j'ai commencé en 2020, qui était déjà pas mal développé. Et donc j'ai commencé là-bas en tant que coordinatrice de projet. Et ce qui était chouette, c'était que mon expérience dans la start-up où j'ai découvert tout le monde de l'innovation a pu servir dans ce job-là, parce qu'ils m'ont confié un projet qui avait pour but en fait d'aider des start-up qui avaient des solutions pour les médias à évoluer en Europe. Donc c'était un projet européen subsidié par la Commission européenne, et on travaillait avec différents partenaires en Europe. Il y avait un appel à projet pour différents startups. Tu t'en pas, toi. Non, c'était vraiment super intéressant. Allez, trop bien. Et donc j'ai appris à connaître plein de startups qui faisaient des trucs vraiment intéressants. Donc en Belgique, il y a vraiment un écosystème startup, parce que on n'en entend pas parler. Oui, énorme. Moi, je connais la Silicon Valley, je connais un peu en France ce qui se passe. Ah, mais oui, mais en Belgique... Mais en Belgique, Oui, en Belgique, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que ça n'a pas la même influence que la Silicon Valley, ou le même nombre que les startups font en France, parce qu'on a un plus petit pays. Et honnêtement, en Belgique, on n'a pas encore sur le marché ce pouvoir, dans le sens où en fait, en Belgique, les investisseurs sont encore trop timides. Et donc, c'est encore difficile pour des startups de trouver de l'investissement, généralement parlant, en Europe. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup... A, des séries B. Voilà, et il y a beaucoup de startups pour ça qui vont aux États-Unis pour et là ça marche. Et là ça marche. Oui, parce que en fait, Odoo, c'est belge. Hein. Oui, voilà. C'est fou, et quand on voit ce qu'ils font, c'est juste dingue. Et parce que là-bas, aux États-Unis, ils savent prendre plus de risques. Ouais, ils ont peur de rien. Et puis il y a quand même beaucoup plus de sous. Ouais. Mais ils ont pas peur. Odoo, ici, je pense qu'il y en a aussi, mais c'est juste... pas devenu une licorne. Pardon ? Odoo, ils sont devenus une licorne ou pas ? Je sais plus. Je sais pas. J'ai jamais été personnellement en contact avec eux.
J'ai entendu leur histoire de loin. Oui, on en parle beaucoup. Ouais. Donc, D'ailleurs, on utilise leur système parce que je travaille maintenant aussi pour une autre start-up. C'est devenu ta vie. Donc voilà un peu mon parcours professionnel. Ah, et ben, passionnant. Tu t'ennuies vraiment pas. Non, c'est vraiment super intéressant. Ouais, moi, j'ai commencé à te suivre sur LinkedIn quand tu arrives à la VRT. Ouais. C'est là que j'ai commencé à voir tes trucs, tes posts. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et là, je commençais à suivre. Ok, chouette. Et puis, tu te souviens la proposition de boulot? Tu vois, quand tu... Attends, alors moi, un jour, je suis tranquillement en train de lire mes messages. Et là, je vois le manager d'une boîte dentaire qui me dit c'est vrai. J'ai vu telle personne dans tes contacts, il me la faut absolument. C'est vrai? Oui. Et donc moi je t'envoie le message, ça t'intéresse? Et t'es en mode non, ça m'intéresse pas du tout. Le mec il était déçu. Mais j'en avais un souvenir vague. Quand il a vu ton Pourquoi profil, j'ai dit non? Mais je crois que c'était pas un milieu, le milieu médical, ça t'intéressait pas. Tu avais été un peu voir le site. C'est pas parce que c'était long, c'était à Bruxelles. C'était en Belgique. À Bruxelles, je pourrais pas te dire. Oui, j'en ai un souvenir. Il était subjugué. Ouais, il me la faut. Vas-y, contacte-la. J'étais là, oh, d'accord, j'ai vite écrit. Toi, t'étais en mode non. Mais maintenant, je comprends pourquoi tu disais non, ta vie. Je m'amusais bien. Mais oui, elle est 10 000 fois plus passionnante. Ah non, trop chouette. Et donc, là, pour le moment, tu es à nouveau dans une start-up, tu fais toujours de l'innovation. Mais je suis toujours à la VRT. Hein. Ah, tu es toujours comme la VRT, tu fais les deux? Oui, okay. Je combine les deux. Parce que j'aime bien avoir un peu de changement. Et là, en plus, c'est une start-up qui n'a rien à voir avec les médias. Parce que je m'étais focalisée sur les médias pendant 2 ans. Et donc là, c'est une start-up qui fait dans la RegTech, ce qu'on appelle. Donc là, j'apprends encore un tout autre Technologie, droit. Oui. C'est genre, t'as plus besoin d'un avocat, tu peux, ou d'un juriste, non? Non, mais ça a un rapport un peu avec le droit. RegTech, c'est tout ce qui est régulation par rapport à... Nous, ce qu'on fait par rapport à la taxonomie, donc les régulations de la Commission européenne. Et en fait, il y a toute une nouvelle régulation sur tout ce qui est environnemental et durabilité d'une entreprise. Donc, une entreprise doit pouvoir démontrer que son fonctionnement est durable et bon pour l'environnement. Et il y a donc la Commission européenne, l'Europe a mis en place tout un système de règles à suivre pour pouvoir mesurer ton niveau de durabilité. Et ils ont développé ça, je pense, il y a 2-3 ans. Et bientôt, ce sera obligatoire que les entreprises peuvent démontrer que voilà notre... Et vous faites quoi? Vous accompagnez les gens? Et donc, la start-up pour laquelle je travaille, en fait, elle a développé un logiciel qui aide, en fait, les entreprises à calculer cette durabilité. Parce que les règles que l'Europe a imposées, c'est toute une liste, c'est tout un document. Enfin, moi, je ne l'ai pas regardé, mais apparemment, c'est un document d'une centaine de pages. Comme toujours. Voilà, un document de centaines de pages. Et il fallait en fait un système qui va aider et faciliter le fait de pouvoir mesurer tous ces facteurs à prendre en compte et les évaluer. Quoi. Ouais. Et donc, c'est un logiciel qu'ils ont développé. Plutôt que d'avoir 20 personnes qui travaillent dessus. Voilà. Et pendant des années, avoir un système qui le fait pour toi. Mais donc, après, le système aussi, il faut rentrer plein de données sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est toujours intense, mais on travaille avec des entreprises pour essayer de le fluidifier. Et c'est une start-up belge? C'est une start-up belge. Ok. C'est une start-up belge qui a commencé ils ont commencé, je pense, en 2021. Ah ouais. C'est vraiment une nouvelle start-up, mais qui évolue. Elle a déjà levé des fonds? Oui, elle a évolué, elle a levé des fonds et maintenant elle est cofinancée par un
appelle ça, un investisseur qui s'appelle Euroclear. Je sais pas si tu connais Euroclear. Non, Euroclear, non. Et donc, ils sont à 50% financés par eux. Donc, Mais quand tu dis 50% financés par eux, c'est qu'ils ont aussi 50% de l'entreprise. Ouais. C'est beaucoup, hein. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça les permet d'évoluer très vite. Ok. Donc, ça fait toujours 50%. À un moment, s'ils vont vouloir vendre, ils ont toujours... Oui, et puis je crois que de toute façon, les startups, c'est tout ce qu'ils recherchent. Hein. C'est grandir et puis vendre. Jackpot. Ouais, et puis belle vie aux Bahamas. Ouais. Ok, ah non, super chouette, franchement... Tu m'as passionné. Mais c'est un nouveau monde et c'est marrant quand on me demande qu'est-ce que tu fais. Tu sais pas je me dis, je donne la version courte ou je donne la version longue. Je crois que tu dis pour monsieur, madame, tout le monde, s'il te plaît, tu dis VRT et on comprend. Tu vois, mais tout ce monde de start-up, c'est un truc. C'est complexe, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est opaque aussi. Oui. Hein, parce que franchement, les mots qu'on utilise. Et il y a toujours des nouveaux mots en plus. Hein. Et la moitié des mots sont en anglais. Donc si tu n'es pas un peu familier avec l'anglais. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Il y a les grosses entreprises, Proximus, Steve et tout ça, qui sont toujours des entreprises traditionnelles. Mais je pense que. Mais eux aussi, même, ils sont dans l'innovation. Même avec la VRT, on collabore avec les Proximus et tout ça. Parce que nous, on a créé quelque chose qui s'appelle un sandbox. Ça veut dire que tu crées un environnement dans ton entreprise où tu testes des nouvelles technologies. Et tu les échanges dans un écosystème qu'on appelle genre Open Innovation, où tu fais de l'innovation et tu partages pour que l'autre aussi te donne de ses connaissances. Et ils sont tous intéressés. Même le gouvernement flamand, le Vlaams Overheid, eux aussi ils font des sandbox, donc eux aussi ils cherchent à innover et travailler avec des startups et tester des nouvelles technologies, donc tout le monde doit s'y mettre. Apparemment. Oui. Et comment tu vois l'avenir toi maintenant? Comment tu imagines ton avenir? Comment je vois l'avenir? Bon, moi, je suis très contente de ce que j'ai pu faire et apprendre. Maintenant, je pense au niveau personnel de ce que je t'avais parlé au début, de te dire voilà, j'ai développé cet amour pour la communication et tout ça. Je me dis, j'aimerais bien quand même retrouver cet aspect-là. C'est vrai? Oui. Parce que, pour l'instant, le travail que je fais, c'est beaucoup management de projet. C'est vrai que parfois, on va à des événements, donc je peux quand même faire des présentations et tout, ce que j'aime bien. Mais, allez, on va pas dire non plus que tout ce qui est innovation, c'est ma passion. Je suis un peu tombée dedans par hasard. Et c'est vrai que c'est très intéressant, mais c'est pas... Le week-end, je suis pas occupée avec ça, quoi. Je lis pas des magazines d'innovation dans mon temps libre. Ça t'intéresse intellectuellement. Voilà. Parce que j'apprends des choses, je découvre un nouveau monde, mais c'est pas que... Mais tu sais que c'est pas pour la vie. Non. Donc j'aimerais, pouvoir avoir cette chose à moi qui me passionne, qui me fait vraiment du bien, quoi. Donc là, tu enquêtes. Ouais. Tu enquêtes. Pas activement, tu te laisses porter. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai plus pris de temps à développer cette mini-carrière, on va dire, et que j'ai envie de me focaliser sur moi aussi, ce que moi, j'ai envie de faire. Ok. Donc voilà. Et pour revenir un peu au thème central de ce podcast, comment tu vois ta place en tant que femme noire, en tant que personne noire, dans la société actuelle, la société belge? Ou alors, pour toi, tu te dis, il n'y a pas de débat, Moi, je me suis beaucoup posé la question dans mon parcours professionnel. Parce que déjà, dans tout ce qui est innovation, le fait que c'est un nouveau domaine, déjà, il y a beaucoup trop d'hommes, mais aussi, il n'y a pas de représentation. Donc, souvent, quand je vais à des événements, je suis la seule noire, avec très peu de femmes. Okay. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. En plus, je suis très jeune.
Donc, toi, tu cumules tous les trucs. Franchement, donc parfois, j'arrive dans une salle et j'ai vraiment la chance d'avoir une manager qui est aussi une femme. Qui m'inspire beaucoup, mais qui aussi, elle me jette, me dit Clélia, vas-y. Et du coup, ça c'est bien parce qu'elle me donne des opportunités, mais parfois je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi elle m'a envoyée ici? Mais c'est un bon challenge parce que c'est intimidant, parce que je suis jeune, je suis noire, je suis quasi la seule femme. Et donc ça demande quand même beaucoup de confiance en soi pour être là et faire semblant que t'es experte, que tu sais, t'es convaincue de ce que tu racontes. Parce que ça aussi, j'ai découvert, hein, dans le métier professionnel, c'est en mode fake it until you make it. Donc, même si tu sais pas, tu fais comme si tu connais jusqu'au bout. Parce que tout le monde le fait. J'ai remarqué même... des gens beaucoup plus âgés autour de moi ne le savent pas. Donc tu fais mais ça c'est le mot d'ordre. C'est vrai qu'en tant qu'Africaine, j'ai quand même remarqué que c'était un gros souci de pas avoir assez de représentation. J'étais partie à un événement à Liège cet été et j'étais agréablement surprise de voir parce qu'il y avait différents panels, donc il y avait différentes discussions, des débats. Et j'ai félicité l'organisateur parce que j'ai dit la diversité dans les invités, c'est magnifique. Il y avait des femmes noires, il y avait des hommes noirs, il y avait des asiatiques, il y avait des jeunes, des plus vieux. Là, je suis bouche bée. Mais j'étais étonnée parce que c'était... Bon, peut-être que c'était la thématique qui faisait qu'il y avait un peu plus de diversité, mais c'était toujours dans tout ce qui était innovation. Et c'était dans la thématique de musique. Ok. Mais c'était pas forcément des musiciens, mais c'était des gens qui étaient dans l'industrie de la musique et de l'innovation. Mais j'ai quand même félicité l'organisateur, parce que l'organisatrice, enfin, ils étaient deux. La diversité de l'audience et des présentateurs, des personnes qui parlaient. Je pense qu'il faut féliciter, même dans le milieu de la musique, c'est pas gagné. C'est vrai. Et donc, j'avais rencontré une fille là, durant l'événement, et on s'est vu et on s'est souri, et après on a parlé, on s'est dit, mais quand on va à des événements comme ça, on est toujours content de voir une autre femme black, ça fait plaisir, tu te sens moins seule, et on a parlé, on a eu une discussion par rapport au fait de manque de représentation. De souvent quand on va à des événements, on voyage dans d'autres pays, on va dans des événements où on doit représenter notre entreprise et on se voit la seule black, la seule femme. Et pourtant, quand tu fais tes études, t'es pas la seule. Non. Enfin, il y a quand même suffisamment. Mais oui. Où sont-ils? Où sont-ils? Ouais. Parce que quand tu écouteras les autres invités, tu verras que tous se posent la question que à l'école, je n'étais pas toute seule, mais là, ça fait 10 ans que je bosse et je suis toute seule. Mais il se passe quoi? Ouais. Non, mais vraiment, c'est vrai, où sont-ils? Mais je pense qu'aussi, le domaine dans lequel je travaille, comme je dis, comme c'est un nouveau domaine, il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ça existe. Même, je me rappelle, moi, quand j'étudiais, l'année où j'ai commencé mes études d'école, la première année ou la deuxième année, ils ont ouvert un nouveau cursus qui s'appelait ID and Innovation. Et je me rappelle, pendant mes études, je ne connaissais rien de l'innovation. Donc, je me rappelle avec mes camarades de classe, on était là, ID and Innovation, c'est quoi ça? Et on se moquait un peu. Ils savent plus quoi inventer. Et on se dit, mais ils vont faire quoi, des brainstorming en cours? Enfin, c'est quoi les cours en fait? Et donc, on se moquait un peu, mais c'est en commençant à travailler dans l'innovation que je me suis dit, mais en fait, c'est super important. Et récemment, je pense l'année passée, on a eu une stagiaire qui avait étudié dans la même école que moi et qui avait fait ce parcours. Et j'étais là, c'était comment? Et elle m'a expliqué en fait, et elle m'a dit que ça l'aide bien. Et maintenant, en fait, elle travaille dans le même département que moi. Ils l'ont embauchée récemment, elle fait des petits jobs. Mais comme quoi, c'est encore très méconnu, on ne sait pas, innovation, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire dedans, ça ressemble à quoi. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens ne vont pas forcément s'y intéresser. Il faut vraiment être très curieux pour se dire, allez, je vais aller me lancer. Et qu'on a plus peut-être tendance à choisir un truc qu'on connaît, qui a l'air plus safe.
Donc voilà, c'est moins attirant. Mais du coup, avec la fille que j'avais rencontrée à l'événement, on se disait en fait ce serait important d'avoir plus de personnes dans notre domaine, des personnes de couleur, qui viennent des minorités ou de l'immigration, de se montrer quoi, et de parler de ce qu'on fait et de dire voilà, venez, c'est intéressant, c'est en pleine émergence, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités. Et voilà quoi, c'est possible quoi, vous aussi vous pouvez faire ça ou faire ça. Il faut de la représentation. Il faut de la représentation. Il faut que les jeunes se disent il n'y a pas que les Obama loin là-bas, mais tout près de nous, il y a des gens qui réalisent de belles choses et qui nous ressemblent. Exactement. Ça, c'est un vrai challenge. Ça, c'est top. Alors, petite question de fin. Est-ce que tu peux nous conseiller une lecture, un film, quelque chose qui t'a accompagné sur ton parcours, ou quelque chose qui t'a pas accompagné, que tu as découvert sur le tard et tu te dis ça j'aurais bien aimé savoir avant. Donc l'un ou l'autre. C'est une bonne question ça. Une lecture, un film. Ou enfin ça peut être autre chose, je sais pas, n'importe quoi, une musique, une histoire, n'importe quoi. Ta Bible. Lisez la Bible. Ah non, il faut que j'y réfléchisse pour ça parce que. C'est pas évident. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment lu un livre. Les films aussi, c'est pas trop. Pas trop ton truc. Pas trop mon truc. En tout cas, il n'y a pas trop un film qui m'a. En tout cas, dans le contexte dans lequel on parle. Mais t'as pas un fil conducteur comme ça, quelque chose qui t'a. Je sais pas, porté. Qui m'a porté tout au long. Ou tu te dirais. Tu vois, si quelqu'un te demande un conseil, quand tu vas voir une jeune fille noire qui est dans une école néerlandophone, tu imagines déjà tout ce par quoi elle va passer, tu as envie de lui dire, écoute, voilà le conseil que je te donne. Voilà. Ça peut être juste un conseil alors. Ça peut être un conseil, ça peut être vraiment quelque chose que tu aurais aimé, toi, qu'on te dise, que tu aurais aimé savoir. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune toi? Moi, tu es toujours très jeune, mais... Moi, ce que je dirais à la jeune moi, et je dirais même ça à la moi actuelle, parce que je pense que la jeune moi, il croyait un peu plus que... Enfin, le faisait un peu plus que moi maintenant. Mais moi, je dirais... en fait, il faut oser. Il ne faut pas avoir peur d'essayer et d'aller dans l'inconnu, d'aller vers l'inconnu. Parce que, et surtout, quand tu as peur de faire quelque chose, c'est souvent en le faisant que tu vas te découvrir, en fait. Et apprendre. Et c'est ça, et ça va te marquer, ça va te transformer. Enfin, moi, c'est un truc qui m'a guidée durant mes études, durant les différents parcours que j'ai eus, et aussi professionnellement. C'est juste, mais pourquoi pas, je le fais, j'essaye, j'ose, même si peut-être c'est pas trop mon truc et je sais pas, je vais quand même le faire et voir qu'en fait ça m'ouvre des portes, juste le fait de le faire, de tenter. Donc je donnerais ce conseil là. C'est excellent. C'est excellent, je n'en voulais pas plus. C'est excellent. En tout cas, franchement, tu m'as passionné, Kéa. C'était une super, super conversation. Je suis vraiment ravie. Et je te remercie pour ta participation. Avec plaisir. Et on se Merci dit pour à très l'invitation. bientôt. Avec plaisir aussi. Voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!